Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons parler du plus grand danger dans le home studio. Ça fait peur. En attendant le visionnage qui va être cette fois-ci à la fois passionnant et à la fois effrayant, comme je vous l'ai dit, je vous remercie de vous abonner en cliquant en bas sur le petit bouton abonnement. Donc pour vous abonner à ma chaîne YouTube, pour me permettre donc de la développer. Voilà, je vous embrasse. On se retrouve après le jingle pour le plus grand danger dans le home studio. Ciao. Ok, donc nous allons voir les trois principaux dangers ou écueils qu'il existe en home studio. Alors, danger numéro 1, c'est de ne jamais terminer une chanson. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité avec, que ce soit Cubase, Pro Tools, Logic Pro, enfin bon, peu importe, de pouvoir empiler les pistes et donc de noter plein d'idées, de noter plein de choses, mais de ne pas faire de choix. C'est-à-dire que vous allez mettre des arrangements clavier à tout va, mais il va y avoir 10 types de claviers, sauf que dans un mix, on ne les entendra pas. Donc il va falloir choisir. Donc voilà, le danger numéro 1, c'est, sachant qu'on a tellement d'outils aujourd'hui à disposition, c'est d'empiler, comme pour les guitares, de mettre je sais pas combien de pistes de guitare avec des sons différents, mais déjà soit les guitares sont pas forcément très bien jouées ensemble, donc en fait on a des problèmes au bout d'un moment entre les sons de phase et de mise en place, donc en fait ce qui crée plus un brouhaha qu'autre chose, c'est-à-dire qu'on pense qu'on va avoir un gros son en empilant les stocks de guitare, mais au final c'est assez brouillon et il y a des sons qui se marient pas forcément ensemble. Donc c'est comme d'avoir 4 caisses claires, d'avoir 5 kicks, voilà, c'est-à-dire que c'est des productions maintenant avec plus de 100 pistes où il n'y a aucune décision prise et au final c'est immixable. Parce que on n'a pas besoin de 4 sons de caisse claire, on n'a pas besoin d'avoir de chaque côté 6 guitares, voilà, donc c'est le danger numéro 1, c'est d'empiler le nombre de pistes et à un moment donné de ne pas faire son boulot de producteur, qui est donc de choisir exactement une direction et un cadre et une homogénéité et une couleur, voilà, cherchez le mot, et une couleur au morceau. Donc d'empiler, voilà, on a des outils, c'est chouette, mais à un moment donné, il faut faire des choix et tout ne sortira pas au mix, donc ça ne sert à rien. Voilà. Ok, écueil, danger numéro 2, c'est d'enregistrer plein de pistes, pareil, mais sans prendre un engagement de couleur, c'est-à-dire en se disant, bah là, on verra au mix. Donc, c'est-à-dire, par exemple, d'enregistrer des DI en guitare, mais de ne jamais choisir l'effet. Donc, c'est de passer d'un son d'ampli à un autre, d'attendre qu'il y ait toujours le dernier plugin qui sort pour, je dirais, se dire, bah tiens, ça va être mieux avec ça, tiens, ça va être mieux avec ça. C'est d'enregistrer les pistes brutes, j'irais par exemple sur une batterie et de dire bah non, je vais tout traiter par plugin après pour le mix. Donc en fait, le danger avec ça, c'est que vous repoussez la prise de décision et donc en fait, quand l'être humain il est face à un choix, quand il a trop de choix, et ben au final il n'a plus de choix parce qu'il a du mal à prendre une décision. Et donc le fait au moment où vous enregistrez, d'imprimer, je dirais, les effets, d'imprimer l'EQ, d'imprimer la compression, de faire des prises de décision, va orienter votre production, va orienter, je dirais, la couleur de votre musique, et donc vous allez, comme ça, mentalement, vous allez construire vraiment votre morceau. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez donné une couleur à une batterie, quand vous allez enregistrer les guitares, vous allez donner des couleurs aux guitares pour qu'elles collent aux batteries. Et en fait, si à un moment donné vous enregistrez tout neutre, tout à plat, et ben vous allez faire 1 milliard d'essais,
dans votre ordinateur, le nez collé à l'écran. Et donc, vous allez à chaque fois repousser le moment où vous allez prendre une décision parce que vous allez vous retrouver avec des possibilités, mais incroyables en termes de nombre. Et donc, c'est impossible à un moment donné de prendre une décision parce que vous allez avoir une batterie. Si vous ne décidez pas comment traiter et donner une couleur à votre batterie, vous n'allez pas pouvoir donc donner une couleur à vos guitares, donc vous n'allez pas pouvoir donner une couleur à vos arrangements, donc vous n'allez pas pouvoir donner même un certain type d'interprétation avec votre chant. C'est ça qui est aussi important, c'est-à-dire que le chant, quand on chante sur une instru. Et donc, c'est pas la même chose, puisqu'en plus, en fonction du son, vous allez jouer, je pense notamment à la guitare. Je sais que moi, je travaille, pour le coup, je prends du temps pour travailler mes sons de guitare, mais à la prise, parce que, en fait, après, j'essaye vraiment de caler le son de guitare sur le son de batterie que j'ai défini lors de la prise, même si les choses vont évoluer au moment du mix, mais ils ne vont qu'évoluer. C'est-à-dire que je suis déjà en phase de production, et donc je décide du son de guitare par rapport à la batterie que j'ai faite. Donc je me projette et sur la manière, bon, en plus comme c'est moi qui mixe, j'ai une vague idée de ce que je veux avoir au final. Donc je vais prendre des décisions sur le son de guitare qui va influencer mon jeu de guitare et donc qui va influencer la teneur du morceau et donc qui va influencer le chant et ce qu'on va mettre dessus. Voilà. Donc ça, c'est très important. N'empilez pas les pistes, règle numéro 1. Et ensuite, ne faites pas, en règle numéro 2, ne faites pas une non-prise de décision. Même si à un moment donné, vous dites, ouais, mais après, je ne pourrais pas changer. Ouais, mais c'est comme ça qu'on a toujours enregistré des albums. Avant, il n'y avait pas Pro Tools, il n'y avait pas Cubase. Et donc, les producteurs enregistraient, traitaient le son à la prise. Et c'est ce qui donnait ce qu'on appelait une production. Aujourd'hui, voilà, on se retrouve avec des choses assez plates au final, parce que la prise de décision n'est pas faite par le producteur. Et vous vous dites, non, c'est au mec qui va mixer. Mais non, le mec qui mixe, c'est pas à lui de donner une couleur au morceau. La couleur du morceau, elle doit être mise au moment de la prise, au moment de l'interprétation. Le mixeur, il va régler, des problèmes techniques et il va donner, une image. Il va faire en sorte de répondre à des critères qui sont des critères d'image, de spatialité, de 3D. Mais c'est pas lui qui va décider du son de guitare. Si vous lui mettez 4 caisses claires, il n'y en a pas besoin de 4. Donc à un moment donné, il va en prendre une, il va en prendre 2, bien souvent 2. Voilà, donc une naturelle et un sample pour pousser un peu. Mais il n'y en a pas besoin de 4 parce que après 4, vous avez des effets de phase entre. C'est-à-dire qu'elles ne réagissent pas pareil. Donc vous créez encore plus de problèmes que vous n'apportez de solution. Voilà, donc ne faites pas ça. Et dernier écueil, dernier danger du home studio, c'est pareil au moment du mix. C'est de se dire, tiens, non, je vais changer ça. Et en fait, vous vous trouvez avec 200 mix. Alors, je le sais parce que moi, je l'ai fait. J'ai passé sur notamment mon deuxième album, je l'ai remixé, 5 fois, 6 fois. J'ai fait 2 masterings dessus. Pour vous dire l'état de connerie. C'est-à-dire que il y a un moment, j'imaginais forcément que toujours je pouvais faire mieux, ce qui n'était pas un mal à l'époque. Mais le truc, c'est que en fonction du mix, parce que en fait, voilà, je travaillais avec des DI et donc je changeais mes amplis, je changeais mes simulateurs d'amplis, parce que j'étais qu'avec des simulateurs d'amplis. Et en fait, je donnais des couleurs complètement différentes et au bout d'un moment, je ne savais même plus ce que j'avais envie d'entendre parce que j'en étais arrivé à la version 200. Et quand vous avez fait autant de versions, vous ne savez pas. J'aime bien citer Bruce Swedian, qui donc a produit Off the Wall et Thriller de Michael Jackson, et qui parlait, quand il a mixé Billie Jean par exemple. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les mix sur ces albums-là duraient 3-4 mois, quoi. Il faisait plusieurs versions, il corrigeait des choses, il refaisait des prises, voilà. C'est comme, je crois, le mix du dernier Daft Punk, il a duré, Mike Guzowski a mixé pendant, je crois, 5 ou 6 mois. Il est resté à résidence pendant 5 ou 6 mois à faire des mix, à tourner les mix. Et donc, pour trouver la dernière patte finale que voulaient les artistes. Donc, j'en viens à Bruce Swedian, qui donc a fait 91 mix sur Billie Jean. Ils écoutaient avec Quincy Jones.
Et en fait, ils ont gardé le mix numéro 2. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un moment donné, les 89 autres ou 88 autres étaient judicieux ou utiles? C'est souvent comme ça, c'est-à-dire que c'est le meilleur shot qu'on va donner tout de suite parce qu'on a du recul, parce qu'on a la perspective qui fait que on est plus proche de la vérité, on est plus proche de ce que l'on souhaite. Personnellement, je sais qu'aujourd'hui, quand je mixe par exemple, je fais, c'est bien souvent 3 étapes, c'est-à-dire que je fais un premier dégrossi, ensuite je réécoute, je rebalance certains trucs, et la 3e fois, je rebalance en def, et donc je vais corriger quelques volumes, quelques automations, quelques groupes, soit les groupes guitare que je vais rebaisser bien souvent un peu, je vais remonter un peu la batterie, recaler la voix. Donc c'est vraiment des toutes petites, des pichenettes, je dirais, mais qui me permettent vraiment d'ajuster l'image, d'ajuster l'équilibre. Mais en gros, je reste maintenant assez fidèle à mon premier shot de mix, c'est-à-dire le premier dégrossi, c'est souvent le meilleur parce que je suis dans le morceau, je suis pas lassé du morceau, je réfléchis moins, je suis moins dans le côté technique. Donc voilà, j'essaie de travailler comme ça. Donc le danger général du home studio, c'est sa qualité, c'est-à-dire qu'on ne compte pas les heures, on ne paye plus la bande, comme je dis. C'est-à-dire que vous pouvez enregistrer, refaire des choses, mais à un moment donné, il faut prendre des décisions. Ça veut dire qu'il faut savoir quand la prise est bonne, et même si c'est la 2e, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'entretuer à essayer de refaire des guitares en se disant je vais faire mieux. Non, si l'émotion est là, si il se passe quelque chose, c'est que c'est la bonne. Bien souvent, si vous continuez, vous allez refaire peut-être techniquement des meilleures prises, mais vous n'allez pas avoir la magie du truc. La magie, elle vient sur les 5 premières prises, 10 maximum, c'est-à-dire qu'au bout de 10, vous commencez déjà à être lassé en tant que musicien. Donc c'est vraiment sur les 5 premières prises que vous avez le meilleur. Donc gardez ça en tête, c'est-à-dire que le bon côté, c'est-à-dire que vous pouvez avoir du temps pour expérimenter, pour chercher, pour travailler votre production. Mais travailler de la production, ça veut dire prendre des décisions et de construire. Parce que si vous ne prenez aucune décision, vous vous retrouvez à ne pas construire vos morceaux et à faire des essais. Et en fait, au bout d'un moment, vous perdez la perspective de votre morceau, vous êtes perdu et peut-être que vous pouvez flinguer votre titre parce qu'à la base, c'est un titre qui était bien, qui méritait, je dirais, quelque chose de très simple. Et en gros, vous avez empilé les pistes, vous n'avez pas pris de décision au fur et à mesure, et après vous êtes parti dans 200 mix qui font que voilà, votre titre, au bout d'un moment, vous ne savez plus comment le reprendre et vous êtes perdu. Donc pour ça, il faut l'intérêt de travailler en studio ou travailler avec un producteur extérieur, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il va vous dire non, celle-là c'est la bonne. Celle-là c'est bien. Parce que lui, il a le recul, parce qu'il est pas dans cette mauvaise partie de l'émotion, c'est-à-dire que lui, il va juste chercher l'émotion. S'il est touché à ce moment-là, c'est qu'il y a eu de l'émotion, donc il ne va pas chercher autre chose. L'ego, quand on est, je dirais, juge et parti, il y a un moment donné, l'ego dit non, je peux faire mieux, non, je peux faire ça. Et au final, non. Donc, c'est le plus grand danger du home studio. Donc, apprenez à être réaliste, apprenez à prendre des décisions et apprenez à faire simple. Voilà, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas en bas à me marquer tous vos commentaires. Et je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!